Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Club des 5. On est ensemble pendant une heure pour débriefer les 3 matchs européens de cette soirée. Continuez de vous abonner, de liker notre page sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Continuez de liker nos posts, de partager nos vidéos, de tweeter avec le hashtag CD5. Nous, on va vous faire une bonne petite émission. Vous voyez autour de moi, il y a le petit ballon. Le ballon de la Coupe du Monde, c'est parce qu'on a fait un concours que un certain G-Game a gagné lundi dernier. Il se trouve que G-Game ne s'est pas manifesté pour l'instant. Donc, G-Game, si tu es parmi nous, manifeste-toi. Sinon, je vais le prendre, moi. Sinon, non, Walid ne le prendra pas. Sinon, on fera un autre concours et on vous refera gagner le ballon prochainement. Mais G-Game, tu as quelques secondes, quelques minutes, quelques jours pour te manifester. Réagissez aussi sur YouTube. Vous voyez, il y a mon petit PC d'une marque obscure qui est allumé avec le chat en direct. Donc réagissez pendant l'émission avec nos chroniqueurs, avec ma bande de chroniqueurs, pour qu'on relaie vos interactions directement à l'antenne. Je dis ma bande de chroniqueurs parce que vous êtes beaucoup. On va commencer à ma droite avec Sacha Tavolieri. Salut Sacha. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Impeccable, une bonne petite soirée européenne aujourd'hui. Beaucoup de rire, beaucoup de bonne humeur. Oui, on en oublie le foot presque. Ouais, on en oublie le foot, mais il y a des choses intéressantes qui sont passées ce soir. Sacha. Samy Mostavi. C'est pas loin, c'est pas loin. Mostavi. À de l'autre près. Comment ça va? Ça va très bien, c'est un plaisir d'être ici. Je sens que ça va être une belle émission. Et pour une fois, c'est la Ligue 1 qui a offert le plus beau spectacle ce soir. Oui, c'est rare, il faut le souligner. Et oui, c'est vrai. Ah, c'est pas la Ligue 1 où il y a... Si, la Ligue 1 où il y a le plus de buts. Non, il y a eu la Bundesliga, il y en a eu 4 aussi. Walid Acharchour. La Bundesliga ne compte pas pour Samy Mostavi. Ça va? On commence à connaître. Petite chemise blanche avec un col Mao. Ouais, petite chemise blanche, on a fait un petit effort. C'est très risqué si t'as chaud. Ouais, non, mais j'ai jamais chaud, moi. On donne jamais chaud. Je suis pas Flavien Boris. Allez, ça balance. Non, parce qu'il faut dire que Flavien, il avait enlevé son pull au bout de 30 minutes de jeu, un certain samedi. Donc non, nous ça va, on est. Et Bilal Achourtani. Salut Bilal. Salut Romain, salut tout le monde. Ça va bien Bilal? Ça va, super. Très content de faire partie de ta bande. Ben oui, mais ma bande, ma horde, mon troupeau. Franchement, c'est un honneur. On pourrait faire un five là. Ouais, franchement, quasiment. On va lancer les réseaux sociaux, c'est peut-être une. C'est vrai. Bon, on mettrait Romain Gardien, mais bon. Non, justement, il faut un goléador. Il faut un goléador quand même. Non, vous voulez pas? Non. Loïs Johnny. Le sommaire de ce soir. 3 matchs. On va commencer par la Ligue 1 et le naufrage des Verts de Saint-Etienne qui sont une fois de plus à domicile, la 2SE, torpillée par l'AS Monaco, 4-0 à Geoffroy Guichard. On ira ensuite en Espagne, Séville recevait Levante à Sanchez-Pizjuán, un bon match nul, un vieux 0-0 des familles. Pour le retour de Berizzo sur le banc, Séville qui galère contre les gros et aussi contre les petits. Enfin, on ira en Allemagne pour l'ouverture de la 17e journée de la Bundesliga et Mönchengladbach qui gagne 3-1 contre Hambourg. Ça permet aux hommes de Dieter Hecking de rebondir après 3 matchs sans victoire. C'est un bon petit programme. On va commencer tout de suite par la Ligue 1. La Ligue 1, Saint-Etienne-Monaco, c'est l'événement ce soir de cette soirée européenne. Ce 4-0 pour l'AS Monaco. Alors on va rappeler les buteurs, c'est Djibril Sidibé dès le début du match. Il y a quelqu'un qui a mis son téléphone qu'il faudrait mettre en vibreur. Oui, mets-le en vibreur, s'il te plaît. Je vais partager ça. Non, parce que je partage le live, les gars. Moi, je suis assidu. Non, mais parce que je te connais, ça va le faire pendant on connaît tes conquêtes, etc. Ça va partir pendant très longtemps. Moi je vois d'autres sites plus... Je vais rester sur le match. Djibril Sidibé qui ouvre le score pour Monaco, 2-0 grâce à Thomas Lemar, 3-0 grâce à Fabinho et un but qui peut être un peu litigieux avec peut-être un hors-jeu, c'est qui a énervé Stéphane Ruffier qui a pris un rouge dans la foulée en essayant de faire un petit tête-tête avec l'arbitre assistant. Non, il lui parle dans l'oreille, c'est gentil. Il lui susurre des mots doux. Oui, voilà. Il lui aurait dit je t'aime Fabrice. Le 4-0 de Keita Baldé. On va voir le classement de la Ligue 1 après l'ouverture de cette 18e journée. Le classement avec Monaco donc, qui accentue sa 2e place, qui a maintenant 3 points d'avance sur Marseille
et sur Lyon. Dans la deuxième partie de tableau, on va retrouver Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est 15e, mais qui n'a que 2 points d'avance sur Lille, qui est barragiste, 2 points d'avance aussi sur 3, et un seul sur Toulouse. Saint-Étienne, c'est par ça qu'on va commencer. C'est le naufrage pour Saint-Étienne. On en parlait déjà un peu hier de toute l'institution Saint-Étienne qui vacillait. Ça a été caractérisé aujourd'hui par ce match contre Monaco Wally. Ouais, c'est dans la lignée des derniers matchs, le néant dans le jeu, ce que fait Sablé ou Jean-Louis Gasset, on ne sait pas encore, et les semaines se suivent et se ressemblent. Je ne comprends toujours pas. Bon, il y a ce jeu de mots, la patte Sablé. Moi, je la vois pas. Je trouve qu'il a été parachuté un peu trop vite. On le voit même dans son expression corporelle, dans ce qu'il transmet à ses joueurs. À un moment donné, je le disais à Samy en regardant le match, à 4-0, il demande au numéro 6 d'harceler Fabinho. J'ai envie de lui dire, mais c'est trop tard. À quoi ça sert? Je le sens dépassé. Je sens ce club dépassé. Encore une fois, quand Oscar Garcia avait laissé cette équipe après le 5-0 contre Lyon, il faut savoir qu'ils étaient 6e. Aujourd'hui, c'est la dégringolade. 17 buts encaissés, je crois. On est à 21 buts encaissés sur les 7 derniers matchs. Il faut savoir que Julien Sablé n'est là que depuis 6 matchs. Que le bilan de Julien Sablé, c'est 4 défaites et 2 nuls. On voit donc les 21 buts encaissés sur ces derniers matchs. Il y avait aussi les 5 contre l'Olympique Lyonnais. C'est dans celui-là, ça fait 3 buts par match très exactement parce qu'on est très très fort en mathématiques. Oui. Quand on sait, Romain, que les années Galtier... Ce qui est important de savoir aussi, je termine juste là-dessus sur Saint-Étienne. Saint-Étienne, je dis, cette match, il n'y a pas de victoire depuis une victoire contre Metz. On sait que tout le monde gagne à peu près contre le FC Metz cette saison. Sinon, il n'y a pas de victoire depuis le 16 septembre dernier. C'était à Dijon. Donc c'est vraiment, en plus, surtout compliqué pour Saint-Étienne. Quand on sait que les années Galtier, il y avait une défense très très solide et c'était le point fort de Saint-Étienne. C'était pas forcément les mêmes joueurs aussi. Il a pas eu à sa disposition, on sait très bien, avec la blessure de Perrin quand même, c'est un petit peu handicapé. Mais il est revenu sur les 2 derniers matchs. Oui, mais bon, après, il revient de blessure, quoi. Et puis après, je te trouve un peu dur juste avec Sablé. Tu lui tombes dessus. Non, mais tu tombes pas dessus. Mais tu dis, Oscar Garcia, il les a laissés en 6e place, et il les a laissés après un 5-0, après un derby. Oui. Il les a pas non plus laissés dans un coup avec 2 points d'avance. Oui, mais ça commençait un petit peu à vaciller quand même, parce qu'il y avait aucun jeu. C'était pas non plus. Ils avaient quand même beaucoup de choses positives. Ils avaient beaucoup de chance, beaucoup de choses positives, beaucoup de chance sur cette première partie de saison. Garcia, il n'avait pas non plus fait des choses de. De toute façon, Sablé est arrivé début novembre, donc vraiment, on établit la mauvaise passe de Saint-Étienne, le début de la mauvaise passe de Saint-Étienne à mi-septembre. Donc voilà, bien sûr. Commençait déjà. Donc c'est pas juste pour bilan sur le match et sur Saint-Étienne aussi. Je suis d'accord avec les précisions de Samy. D'ailleurs, je pense que le challenge qu'on a proposé à Sablé est très compliqué. C'est dans un contexte qui est difficile avec des joueurs qui n'avaient pas adhéré à la méthode Garcia. Donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Ce qui est triste dans cette équipe de Saint-Étienne, c'est qu'elle perd, mais surtout elle perd sur des scores à chaque fois à la limite de l'humiliation. Et quand on voit la composition à l'antenne, c'est une compo qui à première vue paraît assez solide en termes d'organisation défensivement, et perdre comme ça 4-0 contre Monaco. Alors en première mi-temps, on a eu une équipe de Saint-Étienne, pour ceux qui ont suivi le match, qui était un peu à l'image de ce début de saison, c'est-à-dire sans intention dans le jeu, assez inoffensive, et sans réel coup de folie et créativité dans l'équipe. C'est dommage parce que je sais pas comment vous l'avez senti, mais au retour de la mi-temps, j'ai vu Saint-Étienne et je sentis qu'il y avait plus d'intensité, que les joueurs mettaient, et ça s'est vu après sur la fin de match, des coups, et parfois dans le mauvais sens du mot agressivité. Et il y a eu cette envie-là d'apporter un plus. Il y avait déjà 2-0, c'était quasiment plié, mais on a senti ces joueurs de Saint-Étienne qui essayaient de sortir leur trip. Malheureusement, à ce niveau-là de la saison et à ce niveau du projet de Saint-Étienne, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. L'équipe de Monaco était beaucoup mieux huilée, ça s'est senti. L'expulsion de Ruffier qui vient, on y reviendra, c'est un symbole. C'est que ce qui lui reste à cette équipe de Saint-Etienne, j'ai bien peur que ce soit que l'envie, et l'envie, ça t'aide pas à gagner des matchs. Je pense franchement qu'il y a un problème au niveau de la gestion économique et sportive du club. Donc le problème, il est dans la stabilité intrinsèque de cette équipe de Saint-Etienne, qui n'arrive plus du tout à faire les bons choix. Je pense qu'il y a pas mal d'agents qui gravitent autour du club, qui font plus de mal qu'ils ne font de bien. Il y a un garçon un monsieur qui est Dominique Rocheteau, qui a marqué l'histoire du football français, mais qui est quand même, je pense, qui a tendance à mal s'entourer, ou en tout cas à s'entourer de certains agents qui ne sont pas forcément les plus intéressants au niveau du recrutement. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on est face à un président qui ne se remet pas vraiment en question. Alors c'est très intéressant ce que tu dis là, parce
parce qu'avant le match, il y avait une conférence de presse des deux présidents, Roland Romeillet et Bernard Cayazo, à la suite d'un conseil d'administration qui est trimestriel, je crois que c'est tous les 3 mois. Enfin, voilà, et donc ils ont fait une conférence de presse, et j'aimerais qu'on voit ce tweet de Bernard Cayazo, qui est, donc c'est le tweet de l'AS Saint-Etienne, qui dit qu'il manque à Saint-Etienne un mercato de qualité, le changement de management et l'arrivée d'un investisseur puissant sont les 3 points qui permettront à Saint-Etienne de revenir à un niveau européen, que nous soyons là ou pas, n'a aucune importance. Donc il se remet un tout petit peu en question. Ça c'est une question de dire on est complètement largué. En question, mais vraiment, la question que j'aimerais poser, c'est depuis quand l'AS Saint-Etienne a fait un mercato de qualité? Depuis quand? Aujourd'hui, je suis désolé. C'est ce qu'on pensait avec l'arrivée d'Oscar Garcia. Il y a eu beaucoup de renouvellement. Attention pour Garcia, parce qu'il l'a précisé aujourd'hui dans l'équipe, il a soumis une liste de 20 noms à son arrivée à Saint-Etienne, il n'en a eu aucun. Il n'est pas responsable du mercato de cette saison. Quel est l'objectif d'après les dires d'Oscar Garcia en tout cas. Oui, mais ça montre le degré d'incompétence, c'est vrai. Quel est l'objectif de Saint-Etienne aujourd'hui réellement avant le début de saison? C'était de faire top 5. C'était de faire top 5. Comment tu veux faire top 5 avec aujourd'hui dans le football de haut niveau, parce que la Ligue 1 c'est quand même le haut niveau, avec si peu de moyens? Moi je suis désolé, mais l'AS Saint-Etienne, quand on voit ce qu'a déboursé Monaco, même s'ils ont sur les 3 dernières années, ce que débourse Lyon... C'est pas la même manne financière derrière Saint-Etienne. C'est pas si tel que ça. Il y a aussi où tu le places. Tu mets 12 ou 14 millions sur Diony. Non, beaucoup moins, je crois. Non, avec les bonus, ça monte jusqu'à presque 14. Walid, ça fait quand même une certaine somme. Tu pourrais la réinvestir ailleurs. C'est le choix des joueurs qui a été mauvais. C'est pas la manne financière. Individuellement, si tu regardes cette équipe, moi je pense qu'elle est à sa place. Il y a un joueur qui est un bon joueur de ballon, qui est effectivement Rémi Cabella, qui est prêté, qui n'appartient même pas à l'AS Saint-Etienne. Attends, un joueur de ballon. C'est le seul. C'est des joueurs de milieu de tableau Ligue 1, ça, les amis. Cabella est le seul Stéphanois aujourd'hui qui, en sortant, se fait applaudir par le public, alors que le public était c'est triste. On voyait tout à l'heure la compo, c'est triste de voir Cabella dans ces dispositions-là et être dans une équipe qui produit si peu de jeux. Après, pour revenir sur le mercato de Saint-Etienne, et moi, il y a autre chose. On parlait beaucoup de Bordeaux ces dernières semaines. Je pense qu'il y a aussi un point commun entre les deux équipes, c'est que tu posais une question qui est vraie. C'est la question de la dernière fois qu'on a vu une bonne équipe de Saint-Etienne. On a vu une bonne équipe de Saint-Etienne. Non, mercato, moi je disais. Oui, mais la dernière fois qu'on a vu une équipe compétitive à Saint-Etienne, c'est quand Saint-Etienne a sorti aussi des joueurs intéressants de son centre de formation. Ça n'est pas le cas. Un joueur comme Paul Omat, pendant des années, on nous a vendu que c'était un défenseur qui était intéressant. Il a jamais été bon à Saint-Etienne. D'ailleurs, il n'est plus là. Kurtzuma, mais c'est le dernier grand espoir. C'est un vrai symbole. C'est le dernier grand espoir. Je vais vous prendre un exemple qui est plus précis, celui de cette saison. Jonathan Bamba, qui était en cours de négociation pour sa revalorisation et surtout sa nouvelle signature à Saint-Etienne, qu'on a mis au placard alors qu'il était très en forme au début de saison, qu'on a remis derrière. Il y a vraiment un problème de gestion. Récemment, je ne sais pas si vous aviez suivi l'affaire judiciaire entre Goulam, Zouma et Saint-Etienne, des histoires de contrats qui avaient été aussi très mal gérés à Saint-Etienne. Ils ont été déboutés. Alors moi, le mercato, je veux bien. Il y a plein de clubs qui ont été en difficulté ces dernières années et qui n'ont pas pu investir d'argent. C'est pas pour autant que ces clubs-là n'ont pas sorti de bonnes équipes. On prenait l'exemple de l'Olympique Lyonnais, ça a été pendant longtemps un très bon exemple d'équipe qui ne pouvait pas recruter mais qui a pu construire un 11 compétitif. C'est pas le cas à Saint-Etienne. Pour ces raisons-là aussi. Je vais aller dans ton sens. On a souvent vanté le mérite financier de Saint-Etienne, que c'était une institution qui financièrement s'en sortait parce qu'il y a un salary cap, parce que c'est un modèle un peu à la germanique qu'on veut faire à Saint-Etienne. Est-ce que Saint-Etienne a privilégié le financier par rapport aux sportifs sur peut-être les 5 dernières années, et on en voit les conséquences aujourd'hui? Malheureusement, c'est la limite. C'est la limite, et on l'a vu dans le reportage que Canal Football Club a fait dimanche. Quand Romeillet parle ou quand Rocheteau parle, c'était bien de pérenniser le club. L'objectif de Galtier, c'était de pérenniser le club dans les 5. Maintenant, nous, en plus, on l'avait reçu, Dominique Rocheteau, au téléphone à AVL l'an dernier ou il y a 2 ans, où il nous expliquait clairement qu'il était à 2 points de la 3e place, que c'était pas l'objectif. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas les moyens financièrement pour faire un recrutement, pour assumer derrière. Mais là, ils se rendent compte, avec ce tweet-là, à juste titre. Moi, je suis désolé. Je suis d'accord avec Bilal quand il dit, même si tu n'as pas la manne financière, mais il faut te démarquer sur une saison ou 2, comme Nice l'a fait, avec des prêts avec option d'achat, avec des recrutements malins. Mais comme l'a dit Samy, les 20 joueurs que ton coach demande avec un nouveau projet, tu les ramènes pas. Et derrière... En termes de manne financière, tu les réponds pas. Pourquoi tu les ramènes pas alors que tu es un club qui est censé, et Romain a peut-être raison aussi de le mettre en avant, c'est un club qui est censé être sain financièrement, qui est censé dégager de l'argent. Pourquoi tu n'es pas capable d'avoir
une équipe ambitieuse. Mais ils ont vendu Goulam, ils ont vendu Aubameyang, ils ont vendu Zouma, ils ont vendu Gradel 15 millions à Bournemouth, on n'a jamais vu l'argent. J'aimerais revenir sur ce tweet parce que je pense que c'est très intéressant. Alors c'est pas le seul tweet, il y a énormément pendant la conférence de presse, Bernard Cayazo et Roland Romeyer ont énormément parlé peut-être d'un futur investisseur puissant qui viendrait à Saint-Etienne. Donc c'est peut-être le seul moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir faire monter le club. Donc si on décrypte, ce sont des paroles où le président dit qu'il faudrait se remettre en question. Mais le fait est que concrètement, sur les dernières années, il n'y a eu aucune remise en question du club, concrètement, au niveau des installations, au niveau du travail. Ça fonctionnait, au niveau résultat. C'est pas parce que, dans la vie, c'est pas parce que sportivement ça marche. C'était une équipe qui est restée dans cette zone, c'est vrai, entre la 4e et la 8e place. C'était pas séduisant, ça n'avait pas du jeu. Mais oui, sportivement, ils ont eu une Coupe de la Ligue en 2013. Ouais, avec Brandao et Aubameyang, je crois. Mais je sais pas si c'est justement, mais ils jouaient avec leurs moyens. Et je pense aussi que c'est ça le problème, puisque moi je pense qu'ils ont été en sur-régime avec Garcia. Galtier, il savait très bien que son équipe, parce que l'équipe n'a pas tant changé que ça. Il savait très bien que l'équipe, elle était pas non plus, elle était pas talentueuse à l'impossible. Ouais. Il jouait avec ce qu'il pouvait faire. Garcia, il est venu, je pense qu'il s'est vu trop ambitieux et trop beau. Et c'est ce qui a coulé. C'est les débats qu'on avait justement avec Oscar Garcia. C'est ce qui a coulé. Il pouvait faire avoir ses envies de jeu avec. C'était compliqué avec cet effectif. Et maintenant, donc là, il se retrouve avec pas mal de points de retard. Et Saint-Etienne n'a pas cet ADN pour jouer le maintien. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très compliqué. Tu dis l'équipe n'a pas changé. Tu dis l'équipe n'a pas changé. Là, on peut changer. Si on peut voir la compo, là, il reste qui Galtier? Il y a des blessés. D'accord. Il y a des blessés vraiment. Moi, je parle sur l'effectif. On va voir cet effectif. Catherine. De cet effectif, il y a Stéphane Ruffier, Théophile Catherine, Cheikh Mbengue, Vincent Pajot et Kevin Monet-Paquet. Dans les titulaires d'aujourd'hui. Il joue pas stopper à un moment donné. Non, mais je suis pas d'accord. Si, aujourd'hui, il joue stopper. Aujourd'hui, il joue stopper parce que. Il y a pas mal de blessés. Il y a quand même pas mal de blessés sur la liste des blessés. L'effectif, tu peux avoir un 11 avec 7-8 joueurs de la saison dernière. Mais Samy, le problème, c'est que tu peux pas. Je suis désolé, moi, c'est pas la vision que je me fais du football. Tu peux pas reprocher à un entraîneur d'être trop ambitieux. Ah non, c'est pas la question. Moi, je pense qu'il faut savoir aussi mettre le doigt sur les responsables d'un problème. On voit ce tweet, je sais pas si on peut remettre le tweet, mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que moi, j'ai pas l'impression que ce soit une remise en question. Mercato de qualité, déjà, c'est quand même assez insultant pour les joueurs déjà présents et l'effectif actuel. Le changement de management, on vient de recruter un nouvel entraîneur, il y a un staff autour, donc c'est aussi une remise en question du staff et pas de Cayazo. Et l'arrivée d'un investisseur, ça vient dire aussi, on n'a pas les pépettes, on n'a pas d'argent. Il nous faut, c'est un peu il y a aussi cette tendance, cette mentalité en Ligue 1 depuis l'arrivée des Qataris au PSG qui est, nous aussi il nous faut de l'argent, sans argent on peut rien faire. Sauf qu'il y a investisseurs, on peut. C'est ça, sauf qu'il y a des contre-exemples qui montrent que avec moins d'argent, on peut quand même dans le jeu avoir des ambitions. On peut quand même réussir son management avec les joueurs. On peut gérer le cas des jeunes joueurs d'une meilleure manière. Sur le long terme, c'est compliqué. Sur le long terme, c'est compliqué. Non, mais sur le long terme ou pas, Walid. On a parlé du mercato. J'aimerais qu'on revienne aussi un peu sur le terrain parce qu'il y a une stat qui est très intéressante, qui est commune à Oscar Garcia et à Julien Sablé, c'est qu'ils n'ont jamais aligné 2 fois de suite le même 11. Alors Samy a évoqué les blessures. Ça fait 16 journées sur 18 où il y a eu 11 différents. Voilà, donc c'est depuis les 2 premières journées, ni Sablé ni Garcia n'ont aligné la même équipe 2 fois de suite. C'est le problème que l'entraîneur ne trouve pas la solution. C'est uniquement dû aux blessures ou c'est parce que dans cet effectif, c'est difficile de trouver une alchimie et de trouver une manière de jouer ensemble, Samy? Après, je pense qu'au début, il y a eu une part quand même par rapport aux blessures. Ça, on le sait très bien. Ça on peut pas le nier. Il y a pas mal de joueurs absents. Après, c'était un nouvel entraîneur. Je pense qu'il ne connaissait pas parfaitement ses joueurs. Je pense qu'il ne connaissait pas parfaitement son effectif et il a beaucoup testé en début de saison. Tu as expliqué, il y avait Bamba qui a flambé. Il y a eu pas mal de changements par rapport à ça. Maintenant, je pense qu'il s'est tout de suite rendu compte que ça allait être compliqué de placer le jeu qu'il voulait, parce que on sait, Garcia c'est l'école barcelonaise, lui ce qu'il voulait c'était le jeu barcelonais, il s'en est jamais caché, hein. C'est un héritier de la Masia, il y a aucun souci par rapport à ça. Il a révélé d'ailleurs Jonathan Soriano, qu'il faut, du côté du Red Bull Salzbourg, qui était le capitaine du Red Bull Salzbourg. Donc lui je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas les joueurs pour, donc est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir voulu tester? Est-ce qu'on peut le reprocher? Moi, je reprochais tout à l'heure. Tu disais qu'il a été trop c'est différent. Mais oui, mais tu es obligé de tester. Est-ce qu'on peut le reprocher d'avoir? Moi, je pense qu'il ne faut pas lui reprocher. Mais tu prends un exemple. On parlait de Bamba. On peut prendre un exemple qui est très intéressant. Ce poste-là, Bamba. Ce n'est pas lui qui était décisionnaire sur Bamba. Oui, bien sûr. Qui est un numéro 9, mais qui a aussi ce profil-là un peu de faux neuf et qui est habile techniquement, qui peut jouer sur un côté. On a beaucoup. Diony qui était entre guillemets la grosse arrivée de ce mercato stéphanois. C'est une saison plus haut niveau. Qui finalement, qui est quand même intéressant. Sur papier, c'est intéressant. Je veux dire,
dire, l'idée c'est pas ça, Samy. À 10 millions d'euros. Samy, excuse-moi, mais l'idée c'est pas ça, c'est que Diony. Il y a plusieurs clubs sur Luis Diony. Il y avait aussi Bordeaux. Tu fais de Diony ta recrue. Pas un top 5. Non mais Samy, tu fais de Diony ta recrue phare. Tu n'es pas capable de l'installer ou tu as du mal à installer un vrai poste de numéro 9. On parlait tout à l'heure de Bordeaux, d'ailleurs c'est un problème qui est aussi le cas à Bordeaux. Tu n'arrives pas à installer un numéro 9. Tu as une politique avec ton jeune qui a ses limites, et puis derrière, il n'y a pas que les choix de joueurs, il y a aussi la communication avec les joueurs. Qui se rappelle de la déclaration d'Amouma qui disait on comprend rien aux consignes du coach? Non, quand tu l'as Saint-Etienne, il est revenu dessus. Ça c'est une faute de langage. Il est revenu dessus. Une faute de langage ou pas, quand tu l'as Saint-Etienne. Non, mais c'est compliqué. Il a expliqué comme quoi Amouma jouait sur l'autre côté et qu'il ne l'entendait pas. Et même Amouma s'est excusé de d'accord, mais ça fait tâche. Il a été maladroit. Oui, mais ça fait tâche. On parle de la Saint-Etienne. Parce que là, on voit Saint-Etienne comme un club qui est quasiment, et c'est le cas, qui se dirige vers la Ligue 2, mais on est quand même censé, en début de saison, être sur un club qui joue les premiers rôles, c'est l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui pourrait être barragiste à la fin de cette journée s'il y a des résultats positifs pour Toulouse, 3 ou Lille. Moi, vraiment, il y a une chose que je comprends pas. Rapidement, après, j'aimerais qu'on revienne sur l'incident avec Stéphane Ruffier. Très rapidement, alors, moi, il y a une chose que je comprends pas, surtout dans les mots de Samy, c'est pourquoi rester focalisé sur Garcia. Aujourd'hui, je suis désolé. Depuis tout à l'heure, on parle que de Garcia. Mais parce qu'il est responsable. Mais il a 4 mois. Non, il laisse le club 6ème, Samy. Est-ce qu'on peut parler de la gestion? 6ème après un 5-0 au derby. Mais ils peuvent même le laisser après un 15-0. Il est 6ème. C'est un carnage. Si je peux terminer. Sablé, aujourd'hui, on peut parler des choix de Sablé. Il a fait nul contre Strasbourg. Il perd 4-0 contre Monaco. Strasbourg qui est en pleine bourre actuellement. D'accord. Ah oui, mais c'est vrai. D'accord. C'est vrai, ça. Il perd 3-0 contre Bordeaux qui n'arrive pas non plus. Il n'a pas de chance. Mais Bordeaux, ils sont en pleine dynamique. Il a pas de chance. Strasbourg, parle Strasbourg. D'accord. Attends, mais j'allais terminer la série. Ils jouent contre Bordeaux, qui gagne un match, c'est contre Saint-Etienne. Là, ce soir, Monaco, ils perdent 2-0 contre 3. Alors, je veux bien qu'ils ont fait une belle entame de match avec de l'intensité. Donc, c'est une surprise que Monaco batte Saint-Etienne. 4-0, oui, à Saint-Etienne, c'est une surprise pour moi. Je suis désolé. Bah si. Que le deuxième gagne. Mais Sablé doit montrer autre chose. Je suis désolé. Pourquoi parler de Garcia? Ça fait 6 matchs qu'il est là. Il a perdu à Lille. Et puis sur Lille aussi. Non, mais il a perdu à Lille sans billet. Non, mais 3-1. Mais à un moment donné, les choix de mettre Pogba latéral gauche, il y a des. Là, encore une fois, de mettre Mbengue. Non, mais encore une fois, de mettre Mbengue. C'est toujours une bonne excuse, c'est incroyable. Stopper. Moi, je trouve sincèrement qu'on est très très indulgent. Alors oui, c'est son premier club. Moi, encore une fois, j'incrimine pas Sablé, j'incrimine les dirigeants. Parce que on a un club. Mais elle est là la clé. Mais Sacha, on a un club qui est dirigé à 2 vitesses. Là-haut, il y a 2 personnes. En bas, il y a 2 personnes sur le terrain. Gasset, Sablé, et là-haut, Romeyer. Là-haut, Romeyer et Cayazo, ils ont toujours essayé de séparer. L'un s'occupe du financier, l'administratif, l'autre s'occupe du sportif. Le lien, c'est censé être Dominique Rocheteau. Effectivement, et Dominique Rocheteau, pour moi, n'est plus efficace dans son travail. J'aimerais qu'on revienne sur l'incident de la 53e minute. C'est ce but de Fabinho qui est peut-être hors jeu. C'est ça, les images le révèlent, oui ou non. Stéphane Ruffier s'énerve, il va aller contre l'arbitre assistant, il va lui susurrer des mots doux dans l'oreille. Carton rouge et Saint-Étienne finit à 10. Stéphane Ruffier s'est exprimé et a dit qu'il lui avait seulement dit que 2 joueurs étaient seuls. Donc voilà, c'est la version de Stéphane Ruffier. Hier dans l'émission, on parlait donc des prestations de Stéphane Ruffier. On disait qu'il était un peu laissé à l'abandon par sa défense. Aujourd'hui, il a complètement pété un câble. Est-ce que non, il a pas pété un câble. Il va voir l'arbitre assistant. Excuse-moi, il va voir l'arbitre assistant. Et il prend un rouge. S'il y en a un qui a pété un câble, c'est Romeyer. Sincèrement, aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu le match. Je sais pas si vous avez vu le match quand Lyon. Il y a une semaine, 10 jours, quand Marsal rentre dans l'art de l'arbitre, il prend un jaune. Il a été expliqué qu'il lui montrait exactement. Et c'était clair avant. De façon très beaucoup plus virulente que Ruffier. Oui, mais c'était clair avant. L'arbitrage français, attention. Parce que vraiment, aujourd'hui, le rouge de Ruffier à 3-0, il est anecdotique, les gars, on va pas. Non, mais c'est la 53e minute, je suis pas certain. Moi, je suis pas sûr qu'il soit anecdotique. C'est pas un fait de match. Par contre, Romeyer, pour moi, il pète un câble. Et ça, c'est symptomatique. C'est vraiment important de souligner
souligner pas tous en même temps. Non, je dis c'est vraiment important de le souligner parce que c'est vraiment symptomatique du malaise global qu'il y a dans ce club-là. Un président ne doit jamais descendre. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans un match en Arabie Saoudite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. On est dans du professionnalisme, tu vois. Il faut savoir que justement ces incidents continuent actuellement, ça continue toujours à l'extérieur des supporters stéphanois qui sont contre des forces de l'ordre. Donc ça continue. Il y a des incidents. Il y a les forces de l'ordre qui étaient aussi dans le stade. Donc c'est un peu le bras du côté de Geoffroy Guichard. Moi, je suis désolé. Je pense pas qu'on puisse dire que le geste de Ruffier est anecdotique. Et je suis d'accord avec Sacha. C'est symptomatique vraiment de ce qui se passe à Saint-Etienne. Ruffier, c'est quand même un des joueurs de cet effectif qui est le plus expérimenté. C'est le taulier de cette équipe. Il est là depuis des années. C'est un joueur qui est important dans cette équipe. C'est un joueur, quand on va mal et quand ton club va mal, dont tu as besoin et sur lequel tu as besoin de compter. Mais ce que je disais tout à l'heure quand on débriefait le match, c'est que Saint-Etienne est revenu à la mi-temps en se disant voilà, on perd 2-0, on va donner tout ce qu'on a. Sauf que quand tu donnes tout ce que tu as, mais ce que tu as, c'est de l'agressivité. Prenez à la fin de match le tacle de Pajot qui prend un jaune, mais il aurait très bien pu prendre rouge. Sur la même action, on a aussi une balayette par derrière d'un joueur de Monaco. Donc, en fait, moi, ce que je reproche de manière globale à Saint-Etienne, c'est que quand on n'a plus de jeu, quand on ne peut plus rien produire, on essaye de tout mettre sur l'agressivité et malheureusement ça marche pas et il n'y a personne, et tu as raison, il n'y a personne pour montrer la bonne direction et pour calmer tout le monde. Pour dire voilà, il n'y a pas de ni l'entraîneur ni le président. C'est une question que je pose. Non, mais on dirait que Ruffier il est sorti, il a fait les droits à tout le monde. C'est le cadre. Tu laisses ton équipe à 10 en insultant son comportement. Est-ce qu'il a montré qu'il était craqué? C'est le capitaine et le cadre de cette équipe. Le fait qu'il ne se retienne pas, c'est peut-être. La gestuelle, ça compte quand même pour voir justement ces traits de nervosité. Tu peux insulter quelqu'un sans gestuelle. Je sais pas s'il l'a insulté, mais je veux dire, il prend. Est-ce que tu as vu justement dans son comportement et dans sa gestuelle vraiment de la nervosité, vraiment le gars qui craquait, qui n'en pouvait plus? Moi, j'ai pas vu ça. Non, mais parlons du contexte. Pour ceux qui n'ont pas. Rapidement, ensuite, après, vous pensez vraiment qu'il a pris un rouge parce qu'il a dit à l'arbitre que. Non, pour ceux qui n'ont pas vu. Ça arrive tout le temps sur un terrain. Pour ceux qui n'ont pas vu le match. L'arbitre. Tu banalises. À l'arbitre, oui. Samy, non mais attends, pour ceux qui n'ont pas vu le match, donc il y a hors-jeu, lui il pense qu'il y a hors-jeu, Ruffier, il va voir l'arbitre, il lui dit les mots. Il lui dit en ayant les deux torses qui sont collés. Il a fait une faute de syntaxe. On sait pas ce qu'il lui dit. Derrière, l'arbitre de touche lui dit à son arbitre central carton rouge, mets-lui le rouge. Alors, après, l'interprétation, on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Mais sincèrement, moi, sur ce que j'ai vu de Marseille il y a 2 semaines, et encore une fois, avec le contexte du match, je ne trouve pas ça honteux. Par contre, le président de ton club, c'est là que je te rejoins, Bilal, c'est que le président du club descend en petite foulée voir Laurent Paganelli, pour ne pas le citer, en lui disant c'est honteux, et il va insulter l'arbitre. Sur le banc de touche avec Sablé, ça je suis désolé, à un moment donné entre un Ruffier qui perd sa lucidité sur le terrain après un match où sa défense prend la marée noire, il y a quand même une certaine différence. Il y a une différence, mais personne ne parle de Monaco. Justement, tu fais une très bonne transition parce que nous on va parler de Monaco. C'est la 3e victoire consécutive pour toute compétition confondue pour l'AS Monaco. Monaco qui avait changé de système de jeu. On va voir la composition de Leonardo Jardim pour ce match contre Saint-Etienne. On a tenu combien de temps sur Saint-Etienne plus de 25 minutes. C'est un record quand même ça. Ouais, c'est énorme. Donc la composition de l'AS Monaco, c'est un 4-2-3-1 avec un Thomas Lemar dans un rôle de numéro 10 qui est assez inédit, avec Keita Baldé et Ronny Lopez sur les côtés et Falcao devant. J'ai presque envie de vous dire, est-ce que ça compte, vu le contexte, cette victoire de l'AS Monaco, ou est-ce que c'est anecdotique? Parce que les Monégas se sont facilité la tâche, mais est-ce que face à un adversaire si faible, ça compte? Bien sûr que ça compte. Ça compte déjà pour 2 choses, parce que Monaco a su bien aborder ce match. On aurait pu avoir l'équipe de Saint-Etienne très agressive dès le départ. Monaco plie le match dès les premières minutes. Et ça, c'est aussi la marque d'une équipe qui fonctionne. Après, dans le jeu, je pense qu'on reviendra aussi un peu plus individuellement sur certains joueurs, mais Thomas Lemar que tu as cité, au-delà de sa position, on se rend compte que après tous les départs que Monaco a connus, c'est quand même l'élément clé de cette équipe, que sans lui, Monaco n'a pas le même visage, qu'il permet de faire des liens, que Monaco, qui continue de jouer aussi bien sur les ailes que l'an dernier, qui retrouve ce jeu-là, le fait aussi parce que Lemar est capable d'apporter ce lien entre les lignes. Donc ouais, Monaco a fait le boulot et ils ont fait plus que le boulot. Ils gagnent 4-0. Sacha, il y a un Monaco avec et un Monaco sans Thomas Lemar?
Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Et c'était même pas sur ça que je vais réagir. Ça peut le devenir. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe qu'on a vue à Monaco, de Monaco aujourd'hui n'est pas l'équipe de Monaco à 100%. C'est une équipe qui n'a pas donné son meilleur football. On est face à une équipe qui a réussi, avec son intelligence, son expérience et sa maturité, à exploser l'équipe adverse, disons-le clairement, mais il n'y avait pas l'intensité, etc., évidemment qu'on avait l'année dernière et qu'il n'y a pas cette année, mais qu'on espère et qu'on attend. T'as pas le Monaco à 200% c'est pourtant un Monaco aujourd'hui. qui est peu remanié par rapport à l'année dernière, puisqu'on voit que parmi les titulaires d'aujourd'hui, il y a Keita Baldé et Ronny Lopez qui n'étaient pas là l'an passé, mais sinon c'était des joueurs qui étaient déjà au Georges, il arrivait en milieu de saison. Pour que les Monégasques soient motivés et mettent de la détermination ou autre, est-ce qu'il y a des concurrents derrière? C'est la concurrence. Fabinho, il est installé sur un fauteuil, il n'y a personne derrière. Mais il l'a recruté. Il joue pas, il est là, il est pas là, ça sert à rien. Glick, il fait des performances horribles. Jemerson aussi, ils sont beaucoup moins bons, ils sont en dessous de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils produisaient la saison dernière. Il n'y a pas de concurrence derrière. Mais attends, tu vends le petit Traoré en Allemagne. Mais Samir, tu te retrouves... vous n'avez pas vu d'intensité ce soir? En première mi-temps, vous n'avez pas vu d'intensité? Non, je parle globalement. T'as dit globalement. Comment tu veux tirer la quintessence de ton groupe? On débriefe le match de ce soir, on débriefe les 6 mois. Je suis pas d'accord avec vous. Non, mais ce soir, ils ont mis l'intensité. Mais non. Tu veux me dire que c'est facile de gagner contre Saint-Etienne et maintenant ils ont mis l'intensité? J'ai jamais dit que c'était facile de gagner contre Saint-Etienne. C'était pas une performance. Non, mais d'accord, mais aujourd'hui, on va pas reprocher à Monaco parce que Saint-Etienne est nul d'avoir fait le service minimum. Exactement. Attends, à un moment donné, c'est comme le match contre Lyon. Alors oui, Lyon a mis 5-0 à Saint-Etienne, il y a eu des espaces, mais quand même, ils se les ont créés, ils se sont créés les occasions. Ils ont joué sérieusement aujourd'hui, ils n'étaient pas non plus... Bilal, explique-nous pourquoi tu n'étais pas d'accord avec Sacha. J'étais pas d'accord avec Sacha parce qu'on peut pas... On ne peut pas attendre de Monaco une intensité incroyable sur un match qui est face à une équipe qui est assez faible. C'est un match qui a été dans la gestion. C'est comme ça qu'on reconnaît aussi la marque des bonnes équipes. Les bonnes équipes, c'est les équipes qui arrivent à gagner 4-0 dans la gestion, c'est-à-dire par moment, à réussir à monter l'intensité, à se procurer les occasions qu'il faut quand il faut. Ils le font en début de match. Au retour des vestiaires, c'est là qu'ils aggravent le score et c'est pas pour rien. C'est la marque d'une équipe. Je pense que face à un Saint-Etienne exécrable, on a vu un Monaco bon. Mais l'équipe de Monaco est tout à fait possible de voir une équipe de Monaco meilleure dans le jeu. C'est possible d'avoir un Monaco très bon, alors que là on a un Monaco bon face à un Saint-Etienne quand même. En termes d'échelle, les amis, c'est exécrable. Dans un match de Ligue 1, dans un match de Ligue 1, on arrive au mois de décembre, on a joué la Ligue des Champions, on a joué beaucoup de matchs. Est-ce que tu penses pas que c'est ce genre de match, il faut les gagner comme ça? Ça sert à... Enfin, qu'est-ce que tu attends de Monaco? C'est pas une critique de jugement, c'est un constat que je fais. Il y a vraiment aucun jugement. Rapidement, Walid, après on passe à Fabinho. Déjà, on a un coach qui était on a fait le débrief contre Caen, contre Troyes, qui était dans un laboratoire avec énormément de tests, de changements. Il a même dit en zone mixte qu'il voulait réduire l'effectif parce qu'il avait besoin il avait trop de joueurs, il avait besoin d'avoir 18 joueurs à sa disposition et compétitif parce qu'il va passer à un match par semaine en deuxième partie de saison. Là, on voit une équipe cohérente. Il fait des choix forts de mettre le Mar en 10, même si contre Bordeaux, avant qu'il se blesse, il jouait dans cette position-là. Mais c'est quand même nouveau, faut quand même le féliciter. Aujourd'hui, il remet Keita Baldé sur son côté. Alors, c'est toujours pas le grand Keita Baldé qu'on a connu à la Lazio. Mais il est un peu mieux que quand il est en deuxième attaquant. Voilà, mais au moins. Donc, c'est une équipe à potentiel. Tu penses que dans quelques mois, Monaco, ça pourrait être très fort? C'est une équipe cohérente. Ce soir, ce qu'on voit, c'est une équipe cohérente. Alors, oui, face à un Saint-Etienne nul, mais on va pas nous expliquer aujourd'hui ou reprocher ou être très très exigeant avec eux. On parle quand même d'une équipe qui perdait 2-0 à la 70e contre 3. On va pas demander quand même monts et merveilles à cette équipe. Alors la cohérence, juste très rapidement, on a quand même non, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous nous l'avez énervé. Il est complètement fou celui-là. La cohérence de Monaco. Tu vas me le reprocher en débrief, c'est pour ça. La cohérence de Monaco, ça coïncide peut-être avec la performance d'un joueur qu'on a retrouvé ce soir, Fabinho. Alors buteur, c'est peut-être anecdotique, mais on va voir les stats de Fabinho sur ce match contre Saint-Etienne. Fabinho, à qui on a reproché d'être peut-être plus concentré. Aujourd'hui, il a retrouvé son volume de jeu avec 95 ballons touchés, 97,3% de passes réussies, 4 dernières passes avant un tir. Est-ce que, ça y est, on retrouve, Bilal, un petit peu du Fabinho de l'an passé maintenant? Je sais pas, il faudra voir aussi dans la durée ce que ça donne au niveau des performances. En tout cas, ce qu'on retrouve, c'est un Fabinho qui est dans son registre.
depuis le début de saison, ce qu'on lui reprochait, c'était un peu paradoxal, c'est qu'on lui demandait de tout faire à Monaco, on lui demandait pas de faire ça l'an dernier, il était dans un rôle très précis, accompagné soit de Bakayoko, soit de Silva, enfin vous vous rappelez du milieu de terrain de l'an dernier. Cette année, on était en reconstruction, donc on l'a essayé avec Tielemans, on l'a essayé avec pas mal de joueurs, il a eu du mal à retrouver vraiment son registre. Et ce soir, je l'ai trouvé vraiment dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire partir de derrière, apporter devant, mais par intermittence, pas tout le temps, être vraiment assuré aussi la construction défensive de Monaco. Moutinho, je l'ai trouvé aussi intéressant, je pense pas qu'on fera un focus sur lui, mais il faisait aussi il permettait de faire cette transition entre lui et Lemar, d'alimenter le ballon vers l'avant, donc je trouvais que c'était cohérent. Et encore une fois, là où je rejoins aussi totalement Walid, c'est que ça fait partie des choix forts de Jardim de les avoir alignés ensemble. Donc Fabinho dans son registre, très bon, et attendons de voir si ça se confirme. Juste sur Fabinho, il a été bon aussi contre Beşiktaş, le match retour en Turquie, il a été très bon. On avait revu le Fabinho de la saison dernière. Moi, je pense que pour Monaco, moi, c'est une équipe que je sens, qui a recommencé la compétition trop tôt. Ce Monaco-là, avec donc les nombreux changements, les recrues qui sont arrivées un petit peu sur le tard, je pense que c'est une équipe qui aurait pu être vraiment performante cette saison, mais ça a commencé trop tôt. Moi, je sens que Monaco, c'est une équipe qui sera vraiment meilleure en deuxième partie de saison. Trop tôt, parce que Keita Baldé, il est arrivé, il n'était pas au niveau, il n'était pas dans le rythme. Fabinho, il faut bien comprendre aussi que ces joueurs-là, comme Fabinho ou Lemar, qui s'est blessé, entre autres, ils voulaient partir aussi. Ils voient leurs amis partir. On sait que Lemar a été très touché, très attristé par le départ de ses amis. Fabinho aussi. Fabinho, il était à 2 doigts d'aller au PSG. Les gars, dans leur tête, ils étaient plus là. Et ça, je pense que ça a joué des tours. Ça a mis du temps à se remettre. Et ça a joué des tours à cette équipe de Monaco, parce que c'était leur fantôme. Je pense sincèrement qu'en deuxième partie de saison, Monaco, avec justement ces anciens qui vont se remotiver, qui vont revenir dans cet esprit, voilà, on veut faire quelque chose, et les nouveaux qui vont s'acclimater, comme Baldé ou comme Tielemans. Le problème, c'est que pour la fin de saison, il leur reste la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. C'est déjà pas mal pour Monaco, c'est pas mal. Je pense qu'il y a encore un coup à jouer en Ligue 1. Non, pour la deuxième place. La deuxième place, l'objectif, c'est sur le podium. Bien sûr, c'est champion. Mais je sens très fort sur la juste sur Fabinho, j'ajouterais juste simplement que je pense qu'il y a une relation de cause à effet entre le fait qu'il ait annoncé qu'il allait quitter le club et cet été et le fait qu'il joue de manière plus libérée, parce que c'est quelqu'un dont l'importance au niveau du mental, elle est prépondérante, vraiment. Mais il l'a dit en conférence de presse. Je crois que c'est hier, qu'il allait partir à la fin de saison. Oui, il a dit que c'était sa dernière saison. Et que pour l'instant, personne s'était manifesté, qu'il avait des touches à l'Atlético Madrid, avec le Paris Saint-Germain. Mais dans sa tête, en tout cas, et je pense qu'avec le club, s'il y en a un qui part l'an prochain, ce sera lui le prioritaire, avec Lemar peut-être derrière, après une Coupe du Monde peut-être réussie. Mais après, voilà, à voir contre Amiens aussi, il y a 2-3 semaines où il y avait très peu d'intensité en première mi-temps. C'est lui qui hausse le niveau de jeu, c'est lui qui fait une petite percée sur le but de Jovetic. Voilà, il est sur courant alternatif. Pour moi, on verra pas le grand Fabinho de l'an dernier pour les raisons que Bilal a évoquées, Bernardo Silva, l'animation offensive. Mais encore une fois, il va finir cette saison-là en 2e ou 3e place. Mais Monaco aura besoin d'un Fabinho au niveau, comme ça a été le cas ce soir. Ce que donnera Fabinho. Donc le dernier match de Monaco, ça sera mercredi soir, ça sera Rennes qui se déplacera à Louis II contre l'AS Monaco. On va passer à la Liga tout de suite après ça. Le décor qui est devenu... Il manque la musique sur le jingle. Je ne sais pas si la musique elle est passée, nous on l'a pas entendue en tout cas, on n'a pas eu le retour, mais donc on verra. On verra, sinon au pire, au prochain truc tu feras la musique. Ouais, voilà. Tu feras le... une bonne zumba. Non, tu vas. Tu le fais bien toi, tu le fais bien. Je te laisserai le faire. On passe à la Liga. Ouais, j'ai une belle petite voix, je vois. Ouais, c'est pas mal. Moi, je suis étonné du plateau, je l'avais jamais vu comme ça. Tu l'as jamais vu comme ça? Non, c'est ma première. Non, parce que tu parles que de Liga. Mais j'ai été mort. Mais tu verras, il y a de la... Tu verras l'Allemagne, ça sera très beau l'Allemagne. Tu peux demander à Walid, la première chose que je dis, c'est oh tiens, c'est chaleureux. Ah, c'est chaleureux, c'est très chaleureux. Il manque les tapas. Séville-Levante, un bon vieux 0-0 des familles pour le retour de Berizzo sur les terrains après son opération. C'était le premier match sur lequel il était sur le banc de Séville. J'aimerais qu'on voit le classement de la Liga après ce 0-0 entre Séville et Levante. Séville qui reste 5e, un petit matelas quand même. On a 8 points d'avance sur Villarreal. Séville qui est à 2 points, qui revient
revient à 2 points du Real Madrid. Et en deuxième partie de tableau, Levante est 15e et avec 5 points d'avance sur Alaves, premier relégable. Pour le coup, Berizzo, pour son retour, il a essayé de mettre une équipe type, s'il en est, avec le FC Séville. J'aimerais qu'on voit la composition du FC Séville, un 4-2-3-1 habituel, ou un 4-3-3, ça dépend comment on le dispose un peu à chaque fois, avec Ben Yedder, qui était titulaire, avec l'anglais qui était titulaire, on reviendra sur les deux Français un peu plus tard. Cette équipe de Séville qui reste sur 3 matchs sans victoire de toutes compétitions confondues, qui s'est fait corriger contre le Real il y a une semaine, ça ne va pas mieux pour Séville aujourd'hui, Walid? Ça va pas du tout, pas du tout. Et dans les 3 matchs, ils font un match nul honteux contre Maribor. Oui. Dans un match qui pouvait compter pour la première place. Ils sont menés 1-0. Heureusement que Liverpool fait le travail en gagnant 7-0 contre le Spartak Moscou. Là, ils se sont fait laver contre le Real Madrid. Je pense que c'est la bonne expression. Et, ils ont lancé la saison du Real Madrid. C'est-à-dire qu'ils ont pris une douche. Et là, contre la Levante, le paradoxe, c'est que ces matchs-là, normalement, ils les gagnent contre des petites équipes. Ce que je disais en introduction, normalement, contre les gros, ça n'y arrive pas, et contre les petits, difficilement, même si, encore une fois... Quand tu dis normalement, c'est le FC Séville globalement ou le FC Séville de Sampaoli? Non, le FC Séville, même depuis le début de saison, des matchs contre les Ganes, contre Retafe, si on regarde, ils sont 5e grâce au match contre les petits clubs. Ils perdent 4-0 contre Valence, dans les gros chocs, ils perdent à chaque fois. Mais encore une fois, les choix de Berizzo, je les comprends pas. Ben Yedder, la concurrence Ben Yedder, Luis Muriel, il a fait le choix depuis le début de saison de mettre Ben Yedder en Ligue des Champions, Luis Muriel en Liga. Là, il fait le contraire. Ben Yedder a quand même, il faut le dire, raté 2 ou 3 occasions très très franches. Les choix tactiques. Il était sur le banc contre le. On va en parler. Contre le Real, Contre le Real, il était sur le banc. Là, encore une fois, sur ses changements, surtout, sur ce qu'il apporte. Moi, j'ai bien aimé. Parce que Vasquez y rentre. Hein. C'est Ganso. Non, Banega. c'est Ganso d'abord. C'est Ganso Banega. Voilà, j'ai bien aimé la relation au milieu de terrain, mais sur les 3 de devant, ça fonctionne pas. Et sur les 15 dernières minutes, pour mettre un peu de folie, il te fait rentrer Luis Muriel sur le côté. Je veux bien, mais en 10 minutes, il a touché 5 ballons, il a rien apporté. Moi, les choix de Berizzo, je les comprends pas. Je pense aussi qu'il y a des joueurs qui, à l'heure actuelle, sont toujours titulaires et doivent, à mon avis, passer par le banc. Tout à l'heure, tu parlais d'Ever Banega, justement. Je pense qu'il est dans une période où, effectivement, il est plus du tout dedans. Ça fait 4-5 matchs. Il joue à l'heure, surtout. Ça fait 4-5 matchs où lui est censé, dans le rythme de jeu. Alors, ça n'a jamais été un joueur très très rapide, Ever Banega. Non, mais effectivement, mais il est là en dynamiteur, c'est un créateur. Et dans le jeu qui est celui du FC Séville et dans l'ADN du FC Séville, ce type de joueur est extrêmement important en collectif. Et à l'heure actuelle, Banega plombe un petit peu la dynamique de son groupe, due à son importance et due au fait justement qu'il est en mauvaise forme. Moi, c'est plus Pizarro qui fait un match catastrophique. On a parlé de la situation d'Enzonzi. D'Enzonzi qui demande un transfert et donc qui n'est même pas dans le groupe. Qui normalement joue à ce poste-là et il s'était révélé notamment l'an dernier sous Sampaoli sur les 6 premiers mois. Là, Pizarro, en termes de transmission, dans cette passe qui est très très important pour casser une ligne, il a été 0. Et Banega, il fait ce qu'il peut. Sincèrement, il a essayé de combiner avec Ganso sur les occasions franches, notamment en première mi-temps. Le poteau de Ganso lui-même, c'est Banega qui impulse ces actions-là. Moi, je trouve vraiment au milieu de terrain, s'il y a quelqu'un à incriminer, Sacha, c'est Pizarro. Mais Bilal, sur le FC Séville et sur ce match, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, surtout le fait que Séville a l'habitude de gagner ces matchs-là. Et puis, paradoxalement, Ben Yedder, quand on regarde aussi les buts qu'il a marqués depuis le début de saison, c'était souvent contre des petites équipes quand c'était en Liga. En Ligue des Champions, il a performé, mais en Liga, c'était contre des petites équipes. Donc là, c'est assez surprenant. Après, la situation du coach de Séville, on la connaît, elle est compliquée cette saison. Au-delà de cette situation, tu parlais de Banega, c'est important parce qu'il faut aussi revenir un peu en arrière et se demander quel est le projet de Séville cette année. Il y a eu le départ de Sampaoli, il y a eu aussi le départ de beaucoup d'éléments clés. Nzonzi, on parlait tout à l'heure de Fabinho, mais Nzonzi, il vit une situation proche de celle de Fabinho parce qu'il erre comme une âme en peine dans cette équipe de Séville depuis le début de saison. Il n'a plus du tout les mêmes coéquipiers à côté de lui et surtout la même idée de jeu. On le sent moins. On le sent moins investi, moins concentré. Il doit avaler aussi. Mais de toute manière, il ne joue plus. Donc maintenant, il joue plus depuis un mois. Il était déjà en dedans. Après, ce qui était intéressant, ce qui était séduisant en début de saison dans ce nouveau Séville-là, c'est qu'on a rapatrié des joueurs qui soit ont
fait la gloire du club, soit sont des joueurs qui sont quand même des tauliers en Liga. On pourrait prendre l'exemple de Nolito, on pourrait prendre l'exemple de Jesus Navas, on pourrait prendre l'exemple de Banega justement. Qu'est-ce qui fait la force de Banega? Ça n'a jamais été un joueur rapide, tu le disais. Par contre, ça a toujours été un joueur dont il fallait contrôler la forme physique et Emery le faisait. C'est-à-dire que Emery, il faut s'imaginer que tous les matins, il pesait Banega pour pas qu'il ait 1 kilo en trop. Et moi, j'ai pas l'impression cette année dans cette équipe de Séville que les tauliers qu'on a fait revenir sont dans un état d'esprit de faire avancer cette équipe de Séville. Je pense pas qu'il y ait le même niveau d'exigence qu'il y avait avant. J'ai pas l'impression qu'il y a le même. On a essayé de revenir. Quand tu fais pas jouer la même équipe, c'est compliqué. Je suis d'accord sur les choix, mais on a essayé de faire revenir un FC Séville classique. 4-2-3-1, les fondamentaux, le même genre d'équipe qui gagnait l'Europa League. Mais malheureusement, c'est un peu les copies des joueurs qu'on avait à l'époque. J'ai pas l'impression qu'on retrouve. C'est ça, des copies en moins bien. On retrouve pas la même qualité de ces joueurs-là. Donc est-ce que c'est une erreur? Il y a eu aussi le départ de Monchi, bien sûr, qui est venu aussi chambouler tout ce projet-là. Mais il y a un vrai problème à Séville. Alors, ils sont toujours 5e de Liga. Oui, ils sont 5e avec un matelas assez intéressant. Le problème, c'est que toutes les équipes n'ont pas joué. Après, c'est quand même une grosse contre-performance. Normalement, ils doivent être dans les 4. Ah, je suis pas d'accord. En termes d'effectifs, non, peut-être l'ancien Séville, le Séville que tu fantasmais, ou le Séville de la saison dernière, où il y a 2 ans. Le Séville de cette année, pour moi, c'est pas une équipe qui me séduit, c'est pas un effectif que je trouve comparé au top 4 actuel de la Liga que je trouve assez exceptionnel. Je pense que 5e, 6e, c'est sa place. Moi, je suis pas choqué, tu vois, parce que là, on parle depuis tout à l'heure. Mais c'est pas assuré, même la 5e place sera pas assurée. On a des équipes Villarreal, plein d'équipes qui poussent derrière. Exactement. Moi, je suis pas choqué de leur classement, je suis pas choqué de leur production. Vous me parlez de sortir Banega, derrière, il y a plus trop de créateurs. On a oublié de citer Nasri, que je trouvais aussi assez performant. Personnellement, je le trouve assez performant. Il fait partie de la vague de départ. Bien sûr, et ça compte aussi, même si qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a porté quelque chose. On l'aime ici, on l'aime, ne t'inquiète pas. D'accord. Mais moi aussi, je l'aime bien. Non, mais pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ont perdu en qualité. Il y a un contingent de Français, mine de rien, dans toutes ces nouvelles arrivées au FC Séville. Et parmi les Français, il y en avait 2 qui étaient titulaires aujourd'hui, donc on va un peu s'attarder sur eux. On va commencer par Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder, on va voir l'affiche de son match aujourd'hui. Walid t'en parlait déjà, c'était un match qui était un peu compliqué pour Wissam Ben Yedder. C'est depuis le début de la saison en Liga, ça c'est 7 matchs, 3 en tant que remplaçant, avec 3 buts et 2 tirs par match. Aujourd'hui, Ben Yedder, qui est plus normalement titularisé en Ligue des Champions, il a été complètement transparent et presque inoffensif. Transparent, j'irai pas jusque-là, parce que c'est un joueur qui, je trouve, a progressé énormément dans ses appels par rapport à ce qu'il faisait à Toulouse, où il demandait les ballons en sorte de 9,5. On sait, voilà, il vient du futsal, il a cette touche technique. Là, vraiment, il essaye de faire des appels derrière la défense. On a essayé de le trouver, sauf que devant le but, il a pêché. C'est trois occasions très très franches. Une en première, deux en deuxième. Et ce match-là, tu le changes, même avec un Séville moyen. Ils ont besoin d'un numéro 9 qui, dans les moments difficiles, essaye de relever le niveau et de gagner des matchs en étant très très moyen, pour pas dire mauvais dans le jeu. Et c'est là que Ben Yedder doit progresser dans la régularité. Et c'est ce qui, malheureusement, l'éloigne de l'équipe de France. Il lui faut du temps de jeu alors. Parce que ce qu'il prouve en C1, parce qu'il a été performant cette saison en C1. Autant. Non, moi je marqué c'est oui, mais quand même, il fait un triplé contre Maribor, il faut aussi un triplé contre Liverpool. Non, contre Liverpool, tu vas loin. Un doublé. On parle que de 4 titularisations. C'est peu quand même. Si on lui donnait plus sa chance, tu penses pas qu'il pourrait être plus performant? Peut-être. Moi, je suis d'accord avec Samy. On peut pas amputer. Moi, je parle du match de ce soir. Non, bien sûr. Mais si on parle de la situation de Ben Yedder, on peut pas amputer ça qu'à son incapacité à marquer. Pourquoi? Parce que déjà, quand on joue, il y a une manière aussi d'installer un numéro 9. Ben Yedder, quand il commence en début de saison, je sais pas si vous vous rappelez les matchs amicaux en pré-saison, il était déjà très fort. On sentait déjà qu'il s'intégrait dans cet effectif de Séville. Et puis, quand on veut installer un numéro 9, je suis pas sûr que la Ligue des Champions ce soit le bon exercice. C'est des matchs coup près, en aller-retour, où ça se joue souvent de manière assez décousue, surtout dans le groupe de Liverpool. Liverpool, qui est une équipe qui a ce jeu-là ouvert. C'est des matchs de coupe. Et c'est des matchs de coupe. Donc la physionomie de ces matchs-là sont pas pareils. On a peu de matchs justement dans lesquels on va jouer un peu plus sur la gestion et on a besoin aussi d'un poste de numéro 9 buteur. Ben Yedder, on le sait, quand il était en Ligue 1, il faisait d'excellentes saisons, mais on se disait, il faut qu'il passe un cap.
Et c'est ça qui allait lui permettre potentiellement de rejoindre l'équipe de France. Il fallait qu'il passe ce cap-là, il fallait qu'il soit un joueur international, et c'était la bonne occasion. Mais toi, t'es Séville là. Moi, je pense qu'il faut faire des choix. Tu donnes les clés à Ben Yedder ? Je sais pas si je lui donne maintenant, parce que là, il y a une vraie problématique, mais je pense qu'en début de saison, il fallait se positionner. Pourquoi il fallait se positionner sur Ben Yedder. Honnêtement, pourquoi ? Parce que je pense que il est à l'image de son équipe. C'est-à-dire qu'il manque pour moi, et tu l'as dit tout à l'heure, de profondeur dans son jeu. Franchement, il a du mal à prendre la profondeur, il a du mal dans effectivement ses appels, et je pense qu'il manque aussi un petit peu de roublardise. Il doit apprendre à être un petit peu méchant dans son jeu. Quand on est attaquant, quand on est au FC Séville, moi je me souviens des coups des fois Gamero quand il jouait à Séville, il fallait être roublard. Il manque de roublardise, il est trop honnête dans son jeu. Tu parles de Gamero, ça c'est très intéressant parce que Gamero, alors oui ils n'ont pas le même profil, je suis entièrement d'accord avec vous, mais dans la trajectoire de carrière à Séville, rappelez-vous quand Gamero arrive, c'est à peu près la même chose que Ben Yedder. Il commence remplaçant derrière Baka, on lui donne jamais au début là. Emery nous le donne très très rarement là. Il est titulaire qu'au bout de 3 ans. Voilà, il est titulaire au bout de 3 ans, il fait des rentrées, il joue que quand il le met à la maison avec Baka dans un 4-4-2. Ben Yedder c'est la même chose, quand il arrive, on donne l'éclat, Sampaoli donne l'éclat à Vietto. Il donne l'éclat à Vietto, il se rend compte au bout de 10 matchs que Vietto ça coince. Derrière, il lui donne un peu de temps de jeu. Ben Yedder, l'an dernier, sur les 6 premiers mois, c'est 9 buts toutes compétitions confondues, mais ça reste quand même un joker de luxe. Et cette année, c'est la même chose. Il marque quand il faut, mais on lui met Luis Muriel dans les pattes et on ne veut pas lui faire confiance. Moi, ce que je pense, c'est que c'est très très dur aujourd'hui à haut niveau de donner les clés à un joueur avec ce profil-là. Est-ce que tu peux jouer pour Ben Yedder aujourd'hui ? Dans ce système-là, dans ce 4-2-3-1, c'est vrai que c'est compliqué. C'est là où la comparaison avec Gamero a toutes ses limites. Non, je parle de la trajectoire. Mais elle a ses limites et il faut rappeler pourquoi. Il faut rappeler que Gamero, c'est un joueur qui n'a pas le même profil que Ben Yedder. Je suis d'accord avec toi. C'est un joueur de surface, c'est un buteur. C'est pas un 9,5, c'est un joueur qui est là pour débloquer les situations. Il faut rappeler que les deux ont joué remplaçant, c'est très vrai. Sauf que Ben Yedder, quand il arrive à Séville, il n'arrive pas sur ce projet-là. Il n'arrive pas sur le même projet que cette année. Il arrive dans un Séville de Sampaoli où il joue numéro 9 et où il faut expliquer que ce Séville-là de Sampaoli jouait parfois avec 8 milieux de terrain. C'était une équipe qui avançait tous ensemble. Le jeu faisait que Ben Yedder des fois se retrouvait quasiment milieu offensif, voire sur un côté. Mais rien n'empêche. Rien n'empêche au fait qu'il puisse être roublard comme l'était Gamero. Parce que dans son jeu, il doit l'être s'il veut être efficace. C'est obligé. Ce que je veux expliquer, c'est que quand on recrute ce joueur, on le recrute sur un besoin bien spécifique. Que cette année, les besoins ont changé, qu'il n'est pas aligné avec les mêmes joueurs, qu'il y a une différence d'effectifs et que bien sûr il a peut-être pas la palette complète d'un attaquant, mais il y a aussi une question de liaison et de joueurs autour. Moi je pense que Ben Yedder est beaucoup plus performant quand l'équipe joue son style de jeu. J'aimerais qu'on passe à un autre Français. On va arrêter sur le débat. On va arrêter sur le débat Ben Yedder. J'aimerais qu'on passe à un autre Français et puis après on partira en Bundesliga. Le dernier Français qui était titulaire aujourd'hui, c'est Clément Lenglet. Clément Lenglet, il est arrivé l'année dernière. Tu as dit français ? Oui, français. L'anglais, français. Ah, très drôle. On peut ouvrir un rapport Clément Lenglet qui est arrivé l'an dernier de Nancy. 15 matchs cette saison, un seul en tant que remplaçant, 2 buts et 2 tacles par match. Clément Lenglet, ça va faire une bonne petite période quand même qu'il est titulaire et qui est peut-être une des seules valeurs sûres de Berizzo, c'est celui qui l'aligne tout le temps. Samy, c'est rassurant d'avoir un Français à ce niveau, un jeune Français qu'on n'attendait peut-être pas, Clément Lenglet, titulaire à Séville. Moi, c'est une bonne surprise. Je l'avais vu jouer quelques fois, donc c'était avec Nancy. Il m'avait, franchement, je vais pas faire style, le gars, je le connaissais, c'est moi qui l'ai découvert. Non, franchement, il m'avait pas forcément impressionné. Je savais que c'était un bon jeune. Ce qu'il fait cette saison en Liga, c'est quand même assez impressionnant. Il s'est imposé, contrairement justement à Ben Yedder, l'anglais ne partait pas du tout titulaire. C'était plus un genre de complément. C'était un bon jeune qu'il fallait faire progresser. Il arrive dans un pays étranger, première expérience à l'étranger. Il a quoi ? Il a 21 ans, je crois, 21 ou 22. Il s'impose titulaire, moi je suis essoufflé. Après, de là à lui prédire un avenir. Il est là parce que Parejo est blessé. Mais il joue. Des deux autres centraux, Pierre tourne beaucoup plus que l'anglais. On peut expliquer le contexte. Dans les faits, c'est vrai. Oui, mais Simon Pierre, par exemple, tourne beaucoup plus que Clément Lenglet. Après, juste, si je peux finir. Ouais, la boutique FF, vas-y, ouvre-la. Non, du tout. Non, du tout, justement. De là, tu vois, je ne voulais pas faire sa promotion et je ne vais pas la faire. De là à lui
lui rêver un avenir international. Tu sais pas non, moi je n'irai pas jusque-là, parce que je pense qu'il y a d'autres talents qui sont devant lui, et puis surtout, la concurrence, elle est large, elle est loin. De toute manière, la question se pose pas. Oui, la question, je fais pas de promotion, il n'y a pas de Clément Langlais. Non, mais déjà, Clément Langlais, encore une fois, c'est un peu comme Sablé. Moi, je vais pas l'incriminer parce que c'est un joueur qui a des qualités. Il arrive l'an dernier, en janvier, pour renforcer un peu cet aspect défensif parce que Sampaoli jouait à 3 derrière. Il avait besoin numériquement de renforcer sa défense. Il arrive, rappelez-vous, son premier match qu'il fait, c'est en Coupe du Roi contre le Real Madrid. Où Séville fait un gros match et il fait un match extraordinaire, au courage. Le mec il passe de Marcel Pico à Ronaldo Benzema. Il fait vraiment je pense qu'il surjoue, mais il fait vraiment un gros match. Derrière il finit la fin de saison, une fin de saison plutôt honnête, mais cette saison, sur ce début de saison, que ça soit avec Kier ou que ce soit avec Gaïs quand il recule, ou même avec Parejo quand il était là, je le trouve vraiment très moyen. Et pour le niveau aujourd'hui, top 4 Liga, c'est quand même assez léger. Même s'il progresse à grande vitesse et que 22 ans. Voilà, que ces années d'apprentissage vont lui faire énormément de bien. Mais pour qu'on a dit le top 4 Liga. Non, mais je donne mon avis à moi. Mais encore une fois, si pour toi l'objectif de Séville c'est d'être dans les 10 premiers, très bien. Pour moi aujourd'hui, Séville, c'est de faire minimum 8e de finale de Ligue des Champions et de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. C'est ça l'objectif de ce club-là. Donc l'anglais, je trouve ça très très léger et je préfère quand Parejo est là. Bilal et Sacha, je vais vous demander d'être très rapide parce qu'on est déjà quasiment 55 minutes d'émission et on va devoir parler de Bundesliga. Donc je sais que vous n'aimez pas ça, mais il va falloir être rapide. On va se plier à l'exercice. Moi, je trouve que l'anglais, tu parlais du match contre le Real. On peut aussi citer les matchs de Ligue des Champions. Je crois qu'il joue contre Leicester. Faudra vérifier, mais il me semble qu'au retour contre Leicester, à l'aller contre Leicester, il est titulaire. Il fait un match intéressant. Il est hermétique à la pression. C'est vrai qu'il a cette capacité aussi à tenir mentalement ces matchs-là. Après, il a les défauts de ses qualités, je trouve. C'est un joueur que je trouve intéressant parce qu'il a un physique très frêle et pour un défenseur, il a plus une allure de latéral, l'anglais. Et pour un défenseur central, il est capable d'apporter cette vivacité, aussi cette science du placement, cette relance qui est aussi intéressante. Mais il a les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que dans le duel, dans l'intensité, il peut être pris de court, il peut être aussi battu. C'est un défenseur qui a un mental, mais voilà, est-ce qu'il a aussi cette expérience-là? Le match qu'il fait la semaine dernière contre les Real, de mettre des coups Donc, moi, je pense qu'il a tout le temps pour s'exprimer, il a tout le temps pour progresser, mais pour l'instant, il a les défauts de ses qualités. Sacha ? Oui, simplement pour ajouter, c'est le pur produit de la cellule de recrutement de Séville qui travaille extrêmement bien. De Monchi qui est parti. Oui, non, d'une manière générale, en fait, il faut savoir qu'ils sont à 10 à travailler sur des ordinateurs. C'est un ami belgo-andalou qui est agent, qui m'a raconté cette histoire. Et lui, en fait, est tout simplement le pur produit de cette détection qui, en fait, à la base, s'est faite sur ordinateur. Par la suite, ils ont dépêché 1, 2, 3 scouts et au final c'est remonté jusqu'à Monkey a décidé de le prendre. D'accord. On apporte des informations dans le club des 5 grâce à Sacha Tavolieri. Et c'est des mecs déterminés pour aller à Marcel Pico. On va passer. Une bonne connexion Tout de suite, on passe à la Bundesliga juste après ça. On ne l'avait pas, je vais faire la musique. C'est gênant, c'est un peu gênant quand même. C'est un peu gênant la musique, c'est un peu gênant, mais ça peut passer. Mönchengladbach qui jouait contre Hambourg, on va devoir être rapide dessus parce qu'on a énormément parlé de Saint-Etienne et de Monaco. Mönchengladbach contre Passion Ligue 1. 3 buts 1 pour Gladbach, un premier but de Torgen Hazard, un deuxième but d'André Hahn pour Hambourg, un ancien de Mönchengladbach. Et un doublé ensuite de Raphaël. Au classement de la Bundesliga, on va le voir, Mönchengladbach est 4e, Hambourg est 16e et barragiste. Gladbach resté sur 3 matchs sans victoire, 3 matchs dont une défaite contre Wolfsburg et contre Fribourg. C'était pas mal dans le jeu, c'est mieux quand le réalisme est là pour Gladbach. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Tu les as ressentis se relancer, Gladbach contre relancer. Après, on sait que Gladbach. À un moment, on a vu un peu de doute. On sait que cette équipe-là, à domicile, montre toujours un visage chatoyant, un beau visage dans le jeu. Ça joue, c'est le 4-4-2 façon Valence, un petit peu, où on a deux ailiers, Hazard et Hermann, qui sont plus des attaquants que des milieux de. On voit le vrai 4-4-2 pur. Des milieux de terrain. Avec le ballon, c'est des 4-2-4. Façon Favre. Façon Favre, même si Ginter a joué défensivement.
défenseur central et Oxford au milieu de terrain. Voilà, on a vu à peu près le même match face à Schalke, où pendant 60 minutes, ils ont régalé, où ils ont eu les occasions de faire le break très très rapidement. Et derrière, ils prennent un but sur la seule occasion d'Hambourg. Et on regardait le match avec Sacha, et on disait que ça ressemblait vraiment au match piège comme face à Schalke. Schalke avait égalisé aussi sur un but contre son camp de Westergaard, mais derrière ils ont réussi après la 60e avec les changements des Kings, notamment Griffo qui a apporté énormément en remplaçant Herman sur le côté. C'est lui qui est à l'origine du deuxième but de Raphaël. Moi, cette équipe vraiment elle me plaît dans le chapeau, dans le deuxième wagon derrière le Bayern pour la deuxième place. Ils sont 5, c'est l'équipe qui produit le plus beau football, même si encore une fois ils ont une irrégularité à l'extérieur. Ils ont du mal à refaire leur jeu loin de leur base, et ça va être là leur axe de progression. Sacha, toi aussi, tu es séduit par cette équipe de Gladbach, même si elle est un peu irrégulière de temps en temps. Ouais, dans le jeu, c'est vraiment très séduisant. Tu aimes bien Torgan Hazard, je crois. Oui, j'aime beaucoup Torgan, qui encore une fois était très bon, marqué le premier but aujourd'hui. Même s'il c'est lui qui rate le but du 2-1, et juste après, il y a l'égalisation d'Andréane. Et puis après, il est passeur sur le but et de d'ailleurs, Raphaël. je pense que sur l'égalisation, et même ne serait-ce que dans le jeu, en fait, défensivement, je pense qu'il y a un vrai problème du côté du Borussia. Je pense notamment à Oxford, vraiment qui est un défenseur central de qualité, je ne dis pas, mais qui a un gros problème face à des... Il a joué milieu aujourd'hui. Non, je parle du défenseur central. Ginter. Voilà, qui en fait joue beaucoup trop loin de son attaquant, de l'attaquant de déviation, lui laisse beaucoup trop d'espace, ce qui fait qu'il a tout à fait l'espace et l'opportunité de remiser. Et dans ce cadre-là, il est vraiment... il est en erreur, en fait. Sur le but, Andréane, il est seul. Il est seul sur le but. T'as pas le droit. À ce niveau-là, t'as pas le droit. Oui, Bilal, vas-y. Je pense honnêtement que c'est vraiment ça. S'il y a quelque chose qu'on peut reprocher au Borussia, c'est vraiment cette faille. Je pense que c'est même pas dans la concentration ou quoi que ce soit. C'est ne serait-ce que dans la manière de défendre. Il faut être beaucoup plus rigoureux et être beaucoup plus proche de son attaquant. Voilà. Samy, sur ce match de Gladbach, tu as été aussi un tout petit peu séduit par cette équipe, ou voilà, tu trouves des carences défensives, tu me fais des gros yeux comme ça. Non, oui. Il y a un Français, Michael Cuisance. Je voulais pas en parler, mais tant qu'on y est, même si je sais que notre ami Walid va rouler des yeux, mais oui, Cuisance. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du centre de formation de Nancy. Il vient de Nancy. Il provient aussi de Nancy. Oui. Donc, voilà, 18 ans, Michael Cuisance, c'est son 9e match. Il est international. Sur ordinateur aussi, là. Non, mais attends. Pour voir si t'as des infos à 18 ans, il faut quand même rendre hommage à cette Bundesliga qui fait confiance à nos jeunes Français et qui les met en valeur. Voilà, tout simplement. Non, mais ce qu'il dit est très vrai, parce que Gladbach depuis des années fait confiance aux jeunes. On se rappelle l'an dernier que la moyenne d'âge souvent ne dépassait jamais les 23 ans. Ça fait aussi partie des points améliorés à Gladbach, c'est qu'il y a aussi une naïveté. Moi je suis amoureux de cette équipe, du jeu qu'elle propose, mais c'est une équipe aussi qui s'expose trop souvent. Ça se voyait l'an dernier quand on avait Daoud qui était le métronome et qui alimentait. C'était une équipe. Mais c'est pas récent, c'était presque déjà le cas. C'est l'ADN, c'est vraiment l'ADN de Gladbach. Ils font confiance aux jeunes. Et puis surtout, ce 4-4-2, moi, tu parlais tout à l'heure de Torgan Hazard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se retrouve quasiment tout le temps quasiment en poste de numéro 9 sur le but, sur la passe qu'il donne à Raphaël. Il est quasiment sur la même ligne que lui. Il jouit d'une très grande liberté. Il a une très grande liberté, et en même temps c'est très organisé tactiquement, c'est très interchangeable. Quand Hazard se retrouve en position de 9, on a tout de suite l'attaquant qui redescend. C'est très organisé. C'est une animation qui est très bonne, qui est très juste. Moi j'aime beaucoup ça. Après, l'égalisation m'a fait très peur aussi, parce que Gladbach, parfois cette innocence fait que Gladbach perd des points, fait que cette équipe n'arrive pas à aller plus haut que cette 4e, 3e place au classement. Donc faut parler de Raphaël aussi. Raphaël aussi, et qui lui, pour le coup, ce qui est intéressant avec Raphaël, moi ce que je trouve excellent, c'est que c'est un attaquant qui d'année en année produit les mêmes performances, alors qu'il est jamais accompagné du même attaquant. Il jouait avec Kruse, il était très bon, il est avec Stindl, il est très bon. Surtout qu'il a un rôle. En fait, il est chaque fois. Il est chaque fois complémentaire avec. Mais à chaque fois qu'il est pas là, il manque énormément à cette équipe. Et sincèrement, et c'est aussi un des plus expérimentés avec Herman. Parce que Romain, ce joueur-là, il a tellement un rôle atypique.
un style de jeu atypique. C'est un joueur, bon, t'aimes pas, je suis très redondant avec cette expression, c'est un Folland. Non, mais sincèrement, c'est un joueur. On va faire un bingo Folland. On va faire un bingo Folland de. Non, mais sincèrement, c'est un. Non, mais il y a des Folland au milieu de terrain, il y a des Folland sur les côtés, mais il y a. Des Folland en plateau. Il y a des cerfs-volants aussi. Ouais, c'est ça. Notamment, on parlait de Nolito tout à l'heure, qui est un ailier Folland, mais lui, sincèrement, dans ce poste de 9,5 avec Stindl, qui est lui non plus, qui est lui peut-être. Pas un attaquant de pointe, pas un attaquant de pointe, ça dézone énormément. C'est vrai ce que dit Bilal. Et ce joueur-là, il a un QI et une intelligence de jeu dans tout ce qu'il fait. Sincèrement, c'est toujours vers le jeu. Sincèrement, en Europe, j'ai pas en termes de profil, c'est un joueur à part. Je sais pas. Je vais te faire enrager, c'est peut-être ce qu'était un Thomas Müller quand il était à l'époque, quand il était bon. Mais beaucoup plus technique. Mais voilà. Et là, sincèrement, ce soir, il met 2 buts. Il a une occasion avant qu'il mette le deuxième but de Gladbach. Il a une occasion très très franche. Le but qu'il met sur le deuxième, sur la passe de Griffo, elle est comme très très dur à mettre. Il faut être gainé. Non, sincèrement. Gardien un petit peu en erreur. C'est vrai que le gardien est un peu en renard. Mais ce joueur-là, pour ceux qui ne suivent pas Gladbach, sincèrement, il faut s'intéresser, même s'il est très très vieux, il doit avoir 32, 33, mais il m'épate et c'est vraiment un excellent On joueur. aurait voulu parler de Hambourg, je suis désolé, c'est terminé. Ils arrêtent pas de me dire 1h, 1h2, 1h3, 1h4 dans l'oreillette. On leur donne du plaisir, c'est le temps additionnel. Voilà. Je vais vous remercier, mes amis, pour cette belle émission. C'était trop court, c'était presque trop court avec vous. Il fait un peu chaud dans le plateau, mais c'était quand même trop court. J'aimerais remercier Antoine Le Breton à la rédaction en chef de cette émission. Merci à Dany Diambaka, à Julien Duroux et à Arnaud Delataille à l'édition. Merci à Ménard Chan au graphisme, à Vincent Fournier à la technique, parce que sans la technique, on n'est rien. On vous donne rendez-vous demain. Continuez de vous abonner sur YouTube, continuez de liker, de partager et de commenter nos vidéos. Débattez avec nous pendant les émissions et après quand on vous ressort des petites parties de l'émission sur Facebook. Et G-Game, viens récupérer ton ballon. G-Game, reviens chercher ton ballon. Sinon, nous, on fait un 5 et puis après, on... il a raison, est-ce qu'on peut faire un compte G-Game? Est-ce qu'on peut faire un compte? On va avoir 25 000 socios qui vont venir et qui vont dire c'est moi G-Game, ça va être génial. Qui est G-Game? On vous donne rendez-vous demain en tout cas. Samuel Vasserin sera là dès 22h30. Il y aura un City Tottenham, ça va être très beau. Un magnifique Rennes Paris Saint-Germain. Il y a un magnifique 3 Dijon. Ça va être très beau. Passez une bonne soirée. On se dit rendez-vous à demain dans le Club E5. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.